Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer ces 5 niveaux de lecture à de la géopolitique elle-même? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner justement ta proposition de décryptage de la guerre en Ukraine à partir de ces 5 niveaux de compréhension? Très bien, volontiers. Alors, la guerre en Ukraine, niveau 0, le grand méchant Poutler a attaqué l'Ukraine sans motif, sans provocation, car c'est un fou furieux qui se prend pour un tsar et qui souhaite reconstituer l'Empire russe. L'OTAN est l'armée du bien, garante de paix et de stabilité, qui s'oppose vertueusement à ses ambitions hégémoniques. Donc, j'ai très bien résumé ce que BFM TV est capable de dire en 2 heures. Ou la TSR, ou la RTS. Voilà, la RTS ou tous les autres Thomas Diafoirus de ce monde. Niveau 1. Niveau 1 et le suivant. Donc, niveau 0, de nouveau, il n'y a aucune vérité, c'est juste ridicule, c'est presque une caricature. C'est une caricature. Le niveau 1 et le suivant, pour la guerre en Ukraine. Et là, excusez-moi de nouveau, je lis un peu, mais c'est juste pour être sûr de le dire de façon bien condensée, mais ça ne m'empêche pas de commenter après. Niveau 1, la guerre en Ukraine a véritablement débuté en 2014, après que l'Occident ait renversé le gouvernement de Yanukovych via le mouvement Euromaïdan pour mettre leur pantin au pouvoir à la place. Cette hégémonie et cet interventionnisme occidentaux ont forcé Poutine à annexer la Crimée et à défendre les régions russophones de l'Est de l'Ukraine. Ensuite, il n'a eu de cesse que de plaider pour le respect des intérêts légitimes de son pays et rappeler la promesse faite à Gorbatchev. En 2020, il n'a malheureusement pas eu d'autre choix que de mener cette guerre pour stopper l'hégémonie américaine. L'Ukraine a de toute façon toujours été russe. L'existence de ce pays est une anomalie récente et le mot Ukraine ne signifie d'ailleurs en russe rien d'autre que région frontalière. On doit donc comprendre ce conflit dans le contexte de la théorie exprimée par Mackinder en 1904 dans son livre le pivot géographique de l'histoire, qui oppose donc le Heartland, ce qui est le continent eurasiatique, à l'empire thalassocratique anglo-américain. Thalassocratique, c'est qui règne sur les océans. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est un peu plus sophistiqué, c'est ce qu'on va... Ouais, il me paraît déjà vachement bien ton niveau 1. Hein. Moi, je ne suis pas sûre d'être allé très loin, beaucoup plus loin que le niveau 1. Le niveau 1 en Russie, c'est le niveau 1, c'est le niveau 0 pour les Russes, si on veut. C'est la propagande officielle russe. D'accord. Ouais. C'est le nouveau monde multipolaire, le continent eurasiatique. Si l'axe Berlin, Moscou, Beijing réussit à se former, l'empire anglo-américain qui règne sur les océans est relégué aux confins du monde, là où est sa place. Et les Américains cherchent, et les Anglais et les Américains cherchent à empêcher cette intégration Berlin-Moscou-Beijing, parce que sinon leur position à eux deviendrait subalterne. Et c'est ce qu'on va lire dans Foreign Policy ou Le Monde diplomatique, ou c'est ce qui va être publié sur le site du Kremlin. C'est beaucoup plus subtil, évidemment. Ça demande une compréhension orthodoxe, certes, mais néanmoins un peu plus subtile de la géopolitique. On n'est pas dans le niveau du 20 minutes de Poutler, etc. On comprend que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. On comprend ce principe d'expansion de l'OTAN. On sait que l'OTAN a fait cette promesse à Gorbatchev à la fin de la guerre froide de ne pas s'étendre vers l'Est. Au moins, on a déjà des bonnes notions d'histoire. D'histoire contemporaine, en tout cas. Et puis, on peut ajouter les histoires de biolabs en Ukraine, Biden, Burisma et Hunter Biden qui étaient sur le bord de cette société ukrainienne. Toutes ces théories-là qui continuent à opposer l'Est et l'Ouest, comme si les États-Unis et la Russie étaient véritablement opposés dans une sorte de grand échiquier, comme le disait Brzezinski après la guerre froide. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, élaboré. C'est ce que les intellectuels disent entre eux. C'est pas ce qu'ils disent à la télé, mais c'est ce qu'ils se disent entre eux. Mais ça reste une orthodoxie. Ça reste que le niveau 1, à mon avis, en tout cas. Donc, si quelqu'un est au niveau... d'écouter le niveau 2.
Le niveau 1, ouais, le niveau 2, c'est encore assez facile, mais à partir du niveau 3, on rentre dans des considérations hérétiques, beaucoup plus hétérodoxes. Alors, niveau 2, c'est le suivant. Vladimir Poutine est manifestement contrôlé par les mêmes dynasties bancaires qui contrôlent également l'empire anglo-américain, qui contrôlaient l'Union soviétique, comme Anthony Sutton l'a démontré, et qui contrôle aussi la Chine, au moins depuis que Mao, un homme de Yale, a mené sa révolution meurtrière. J'ai écrit un article sur Essential News qui parle de Kaifabé. Kaifabé, c'est ce terme qui dénote le spectacle du catch. Et là, je rentre beaucoup plus en détail là-dessus. Anthony Sutton, qui est un grand historien, un grand auteur, qui a démontré que la guerre froide était cousue de toutes pièces, qu'il n'y avait pas de véritable opposition. Donc, Mao, qui a été mis au pouvoir par les sociétés secrètes de Yale, et que finalement, cette stratégie de tension de la guerre froide Est-Ouest était cousue de toutes pièces, était artificielle. Donc, c'est ça le niveau 2. Je continue. La suite du niveau 2 est la suivante. Ainsi, la dialectique Orient contre Occident est un cas de Kaifabé, c'est le terme dont je viens de parler, selon lequel, dans la pure tradition orwellienne, Océania a toujours été en guerre contre East Asia. Et on en veut pour preuve que Poutine a toujours été ouvertement un confident de Henry Kissinger, qui est une information publique, ouverte, que tout le monde peut vérifier. La Banque nationale russe fait partie de la Banque des règlements internationaux, à Bâle, qui est la banque centrale des banques centrales. Donc la Banque nationale russe fait partie de l'architecture financière internationale. Et qu'il a été mis au pouvoir par Boris Eltsine, un pantin avoué des Américains. Donc ainsi, la guerre actuelle contre l'Ukraine n'est rien d'autre qu'un énième conflit cousu de toutes pièces, comme ceux de la guerre froide, pour vendre des armes, extraire de la richesse et maintenir les populations dans l'angoisse et la peur à des fins de contrôle. Donc là, on s'approche de la vérité parce que à ce stade, on comprend le Kaifabé, on comprend le cinéma, on comprend la supercherie, on comprend la stratégie de tension. On se rapproche de la vérité. C'est évidemment, pour comprendre le niveau 2, il faut être passé par le niveau 1. Il faut avoir lu Le Grand Échiquier de Brzezinski, il faut connaître la théorie de Mackinder, il faut avoir lu ou entendu les discours de Poutine qui sont extrêmement éloquents et érudits. On dirait un professeur de sciences politiques qui parle. Et quand on compare ça d'ailleurs au président américain qui s'exprime au niveau 0, on a l'impression qu'il parle à des enfants. Mais le niveau 2 vient au-delà. C'est lorsqu'on a étudié la guerre froide et qu'on se rend compte qu'il y a quand même certaines anomalies, qu'on découvre les auteurs comme Anthony Sutton. Là, on comprend le théâtre. Donc, il y a une grande résistance à ce niveau 2. Les gens qui sont au niveau 1, coincés au niveau 1 et qui sont très contents d'être capables de régurgiter cette compréhension de niveau 1 de façon élaborée, ils appellent ça le black pill ou ils appellent ça inutilement pessimiste. Et ils ignorent finalement les preuves qui existent. Les travaux de Anthony Sutton sont irréfutés et irréfutables. Voilà, ça c'est le niveau 2. Donc le niveau 3, oui, on rentre dans des domaines qui sont controversés. Et je dois dire que je dois rappeler qu'en fin de compte, j'en sais rien. Et que ça, c'est la façon dont moi je pense qu'on arrive à une bonne approximation. Je sais qu'il y a une vérité, qu'elle est là, mais je ne prétends pas la détenir. Et dans la mesure où, si je m'écoutais il y a 10 ans, je trouverais que ce que je disais il y a 10 ans, c'était ridicule. Et donc, si je m'écoute dans 10 ans, c'est possible que je trouve ça ridicule, que le niveau 3, ce n'est pas celui-là. Et que ça, c'est juste débile et que ça doit être en dehors. Mais je lis les livres des planificateurs centraux, des think tanks, des organisations multilatérales, et j'essaie de faire des recoupements. Et donc, en conscience, voilà le niveau 3 tel que je le comprends. Alors, le niveau 3, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'est le suivant. C'est de dire que la destruction et le dépeuplement de l'Ukraine ont pour objectif de reconstituer l'empire khazar, comme l'explique avec enthousiasme et tout en citant la Kabbale, le politicien ukraino-russe Igor Berkut dans sa série de vidéos de 2007 sur le projet eschatologique de création de la Jérusalem céleste.
et qui doit servir de refuge aux Israéliens survivant la chute de leur État au Proche-Orient. Je vais mettre ces références-là dans l'article après le live. Donc, si vous êtes en train de le regarder en replay, les références y seront déjà. Sinon, donnez-moi 10 minutes après la fin du live. Mais cette vidéo de Igor Berkut, je la mettrai là, je la mettrai en référence. Cette idée, et donc si c'était que Igor Berkut, qui pourtant n'est pas n'importe qui, mais si c'était que lui, je n'aurais pas fait figurer ces idées-là au niveau 3. Pourtant, cette idée a également été exprimée par Sergueï Glaziev en 2019, alors conseiller de Poutine, qui a dit, et je cite, et je mettrai son article en référence aussi, il a dit « Je n'exclus pas, par exemple, et en 2019, avant la guerre, je n'exclus pas, par exemple, la possibilité d'une migration massive vers les terres du sud-est de l'Ukraine qui ont été nettoyées de la population russe par des personnes fatiguées des guerres permanentes au Moyen-Orient, des habitants de la terre promise, ainsi que des chrétiens fuyant l'Europe islamisée. » Et ça a créé un certain embarras de la part du Kremlin, parce qu'il était à l'époque conseiller direct de Poutine. Sergueï Glaziev, c'est de nouveau pas n'importe qui, il disait ça en 2019. Et d'ailleurs, le 5 avril 2022, Zelensky lui-même a également écrit qu'il s'attendait que l'Ukraine devienne un grand Israël après la guerre. Et donc, il a dit dans un contexte différent, mais ce qui est intéressant ici, c'est que il y a cette dimension eschatologique qu'on retrouve un peu partout, et on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Et dans ce script eschatologique, les nations du monde sont censées se retourner contre Israël à la fin. Et donc ça rentre dans le script. Et le fait que Igor Berkut soit allé, lorsqu'il parle de ça, il en parle de façon tout à fait élogieuse. Il cite la Kabbale, il dit que c'est une fantastique nouvelle, et il a été repris par une grande partie de la presse israélienne. Et d'ailleurs, dans sa vidéo que je vais mettre en référence, il montre les coupures de presse, la revue de presse, suite à ses visites en Israël où il faisait ses déclarations. Et puis, c'est une présentation d'1h30 circonstanciée qui explique les challenges auxquels Israël est confronté. Et pour lui, la panacée, c'est celle-là, c'est celle d'occuper simplement le sud-est de l'Ukraine. C'est lui qui fait référence à ce nom, Khazar. Il est d'origine juive, c'est un politicien ukrainien qui a également la nationalité russe. Donc, c'est pas que moi qui le dis, c'est pas juste quelque chose que j'ai repris dans une vidéo YouTube. Il y a des gens crédibles ou semi-crédibles, dont Igor Berkut, Sergueï Glaziev, et de façon détournée Zelensky, qui le disent eux-mêmes. Mais j'ai conscience que c'est controversé. Évidemment, je suis pas en train de dire que tous les Israéliens sont coupables d'un tel complot. Évidemment que l'immense majorité des gens, quel que soit le groupe démographique auquel ils appartiennent ou auquel ils s'identifient, sont parfaitement innocents de tout ça, si effectivement c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre. Niveau 4, concernant la guerre en Ukraine, à mon humble avis, sans certitude, et en sachant que c'est certainement pas le dernier niveau de compréhension, qu'il doit y en avoir d'autres, mais le voici. Dans l'actualité qui entoure cette guerre, on retrouve le jeu numérologique que les planificateurs centraux adorent tellement et que j'ai déjà eu l'occasion de décrire. En l'occurrence, c'est le nombre 222 qui a été mis en avant. Le sens caché de ce jeu est eschatologique comme d'habitude. Eschatologique, de nouveau, c'est qui a trait au nouvel âge, à la fin des temps, au début d'un nouvel âge. Mais il sert à annoncer plus précisément la fin d'un âge pour les États-Unis. Donc, le début de la guerre a été annoncé au monde par Joe Biden le 22 février 2022, 2 jours avant le début de l'invasion effective, dans un discours qui débute à 2h22 heure locale. Donc, le 22 février 2022, tout le monde avait dit « Ah, c'est une date extraordinaire, ça se produit qu'une fois tous les X milliers d'années. » C'est un palindrome, etc. Et à 2h22 précisément, donc la présentation est en retard. Je mettrai la vidéo, je mettrai la référence, mais on peut vérifier. Incroyable. La présentation est en retard. À 2h22 exactement, il sort et commence à s'adresser un 22 février 2022. Or, ce jour-là, le 22 février 2022, était le jour dont les astrologues avaient fait grand bruit
en expliquant que c'était le jour exact où Pluton devait revenir pour les États-Unis, c'est-à-dire le jour exact où Pluton devait compléter un cycle entier depuis la fondation du pays, le 4 juillet 1776. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que Pluton était à un certain endroit dans le ciel le 4 juillet 1776 lors de la fondation des États-Unis et qu'il a fait un cycle entier, qu'il est revenu à son point de départ exactement ce jour-là. Et les astrologues avaient fait grand bruit de ça et du fait que ça tombe un jour qui était si hermétiquement beau, avec que des deux, de 22-2-2022. Et justement, le fait que 2 fois 2 fois 2 fois 222 vaille 1776 et que la date de naissance du premier président américain George Washington soit justement un 22 février avait été relevé bien avant l'annonce de Joe Biden le 2 février 2022 à 2h22. Donc c'était avant la guerre, avant l'annonce, c'était connu, ça avait, on en avait parlé. Les astrologues s'étaient émus de cette coïncidence, de cette synchronicité. Si l'astrologue moyen en avait connaissance, il est probable que les planificateurs centraux qui sont obsédés par la gématrie, l'astrologie, la numérologie le savaient aussi. Or, ce jour-là, à 2h22, Joe Biden, 2 jours avant le début de la guerre, annonce la guerre. Donc le 2 février 2022, donc, Pluton est revenu en Capricorne, la maison de Saturne, où il se trouvait le jour de la fondation du pays, le 4 juillet 1776. Moi, je prends des sources astrologiques. C'est pas moi qui ai fait le thème astral. Moi, je sais pas, j'y connais rien, moi, en astrologie, mais je regarde ce que les astrologues ils écrivent. J'essaie de comprendre la religion secrète des puissants et je me rends compte qu'il y a une coïncidence là qui est telle que c'est probablement pas une coïncidence. Mais le Pluton n'était pas n'importe où dans le ciel. Le 4 juillet 1776, il est revenu en Capricorne. Et c'est la maison de Saturne, selon les astrologues. J'ai déjà expliqué le sens de Saturne dans la religion secrète des puissants. Et pour ceux qui ne le savent pas, allez voir la présentation que j'ai faite chez Isabelle, s'appelle sur Essentiel News, la religion secrète des puissants. Donc Saturne, c'est Chronos, c'est Yaldabaoth, Abraxas, Yama, Shani, le cube noir, l'hexagramme, Renfant, Baal-Hamon, le faucheur, le Rex Mundi, le chronométreur de la grande année platonique, président sur l'âge d'or, et la déité à laquelle les sacrifices rituels sont offerts. Et donc, on comprend maintenant pourquoi, le 2 février 2022, toujours ce même jour, Elon Musk a tweeté le symbole astrologique de Saturne. Personne n'a compris pourquoi. Enfin, peu de gens ont compris pourquoi. Je vous l'explique. Celui-là, je vais quand même le montrer. Voilà, ça c'est le tweet. Il se trouve que c'était à 10h10, heure locale. Ça fait une somme de 2, mais ça, je ne le mentionne pas. Mais ça, c'est le symbole astrologique de Saturne. Le 22 février 2022. Ouais. Ça, ce n'est pas la constante de Planck réduite. Hein. C'est Saturne. Et ça fait directement référence à ça. J'ai déjà eu l'occasion de parler de Elon Musk lorsqu'il tweet Novus Ordo Seclorum le jour de la victoire de Trump. J'explique que ça vient du 4e éclogue de Virgile et du lien avec Saturne. Cette phrase qui figure sur le billet de $1 américain, Novus Ordo Seclorum, d'où vient d'ailleurs la locution Nouvel Ordre Mondial, Nouvel Ordre Mondial, Nouvel Ordre des siècles. Donc lui a toujours et puis, il avait cette photo de profil de Baphomet. J'ai beaucoup parlé d'Elon Musk déjà par le passé. Donc, c'est pas étonnant que lui ait mis de l'eau au moulin de cette série d'événements qui ont eu lieu le 22 février 2022. Pour moi, ça démontre qu'il y a une compréhension, que la compréhension que j'ai décrite et que je suis allé prendre chez les astrologues est partagée par les maîtres du monde, les planificateurs centraux. Donc, on comprend pourquoi Elon Musk a tweeté le symbole astrologique de Saturne. C'est une référence à cette date, à ce nombre et à cet événement astrologique. Et donc, on peut encore relever ce lien entre le chiffre 222, Saturne, la fin d'un cycle pour les États-Unis et le 2e verset du 22e chapitre de la Genèse, qui est celui où la déité de l'Ancien Testament demande le sacrifice rituel d'Isaac. Donc, vous savez que l'Ancien Testament est plein de sacrifices humains et animaux, et en particulier les déités de l'Ancien Testament demandent un sacrifice rituel d'enfants.
et c'est Genèse 22, 2. Et donc, j'ai parlé du lien entre Saturne et le sacrifice rituel. Saturne est la déité à laquelle on offre ces rituels-là. Toutes les religions du monde, sur tous les continents, à toutes les époques à peu près, ont pratiqué le sacrifice rituel. Et je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été évoqué. Donc, ce n'est pas étonnant que les occultistes soient épris de ce nombre et du 22 février 2022. Ça renvoie à ce rituel-là. Et donc, cette numérologie du 222, dans cette guerre, on la retrouve partout. Ce n'est pas juste l'annonce de Biden à 2h22 le 22 février 2022. Donc, par exemple, au 22e jour de la guerre, Kiev a annoncé que 222 personnes avaient été tuées depuis le début. Là, je vais mettre la référence aussi. 22e jour, ils nous disent qu'il y a 222 morts. Ça, c'est des choses c'est des chiffres qui sont artificiels. Ils décident d'un chiffre, ils le communiquent, c'est publié par Reuters. On sait qu'ils jouent à ces jeux-là. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire l'erreur d'aller essayer de trouver pi et fi dans les tabourets de cuisine. Il y a trop de choses comme ça. Moi, je ne fais que gratter la surface. Je prends les choses les plus évidentes. Lorsque Joe Biden, à 2h22, le 22 février 2022, 2 jours avant la guerre, il vient annoncer la guerre. C'est marrant, il est 22h22. Donc, comme quoi, il peut y avoir des synchronicités dans cette réalité dans laquelle on vit. Et on va en parler plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne fais que gratter la surface de ce jeu numérologique auquel il joue. Je peux établir avec assez d'assurance que c'est fait exprès. Ensuite, je peux être moins sûr du sens qu'ils attribuent à ce jeu-là. On a eu ce 222 qui est sorti 22 jours après le début de la guerre. Évidemment, 222, c'est un tiers de 666, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça représente ce cycle astrologique du retour de Pluton pour les États-Unis. Je dois dire, ça représente probablement, parce que c'était ce qui était communiqué, c'était ce qui était annoncé, c'était ce dont les astrologues se réjouissaient. Et j'ai aucun doute que si les astrologues le savent et que tout le monde en parle avant que ça survienne, eh bien, le jour où ça survient, si on nous met en plus ces synchronicités artificielles qui n'en sont pas, d'un président qui arrive à 2h22, le 22 février 2022, et puis 222 morts 22 jours plus tard, etc. Bon, ils nous disent, ou ils se disent entre eux, je ne sais pas, mais oui, on a compris exactement de quoi il s'agit. Donc, j'ai démontré qu'il y a ce jeu numérologique auquel ils jouent. De nouveau, moi, je ne crois pas dans ces choses-là, je ne suis pas superstitieux. Et tu les observes. Je les observe et je ne fais que gratter la surface. Je ne suis pas là à passer des jours à essayer de faire de la gématrie sur chaque... C'est pas ça. C'est les choses vraiment les plus évidentes que je regarde. Mais donc, est-ce qu'on sacrifierait le peuple européen à travers cette guerre en Ukraine, comme on l'a pratiqué qu'est-ce que ça signifie donc? C'est, à mon avis, et c'est ça. Sur ça, j'ai moins de certitude, mais... j'ai pas de certitude. Et j'ai moins d'assurance, c'est probablement que la guerre en Ukraine a marqué le début d'un plus large conflit entre Est et Ouest, qui doit aboutir à un nouvel âge et qui doit impliquer une destruction de l'Occident. Et donc, il faut voir mes autres articles et vidéos qui parlent de cet élément central du script eschatologique en cours d'exécution. Mais c'est ça. Donc, il y a un aspect rituel, il y a manifestement un aspect de sacrifice humain, parce qu'il y a la référence à Saturne, mais on voit grâce aux chiffres que ça rentre dans ce jeu qui est en train d'être joué, comme je l'ai appelé dans la présentation à Aubonne, du dernier chapitre du script eschatologique en cours de mise en œuvre, qui par ailleurs échouera, mais qui sont en train de mettre en œuvre pour, comme ils disent, immanétiser l'eschaton.